On a terminé la première partie du sommaire sur une ébauche de classement des étapes à suivre. Pour rappel, notre but est en quelque sorte de réussir à rassembler les ingrédients d'un pseudo-simulateur d'univers basé sur le modèle fluide, cohérent avec les observations de la physique. On va lui donner pour la suite la forme d'un jeu, un modèle jouet d'univers ou modèle enfantin, avec la petite subtilité que vous n'endossez pas seulement la casquette d'un joueur, mais parfois aussi celle du concepteur du jeu. On a dit qu'on ne regardera pas dans la boîte des problèmes philosophiques. En effet, expliquer notre postulat initial de fluide inertiel serait vouloir expliquer sa création, le modéliser avec son propre modèle. C'est tout à fait possible, mais ce sera du ressort des problèmes récursifs. Il en va de même pour la boîte suivante, appelons-la la boîte de l'observateur ou de la mesure. Vous vous retrouverez automatiquement propulsé vers la troisième boîte, celle des problèmes récursifs. C'est tout simplement la conséquence du fait qu'un physicien ait formé des particules élémentaires qu'il étudie, qui, dans notre modèle, doivent émerger du fluide. On fait donc momentanément l'impasse sur les premières boîtes, et on se contente comme point de départ d'un plateau de jeu ou d'un bac à sable existant sans autre explication, c'est-à-dire que le fluide du simulateur occupe tout l'espace, et que ses configurations représentent l'évolution de l'univers dans le temps. On précise bien qu'on parle d'un espace euclidien tout à fait classique, à 3 dimensions, plate et d'un temps absolu. On avait ensuite commencé à présenter les notions fondamentales que sont la conservation et la variation, et les outils mathématiques permettant de manipuler les concepts physiques du fluide. On a par exemple les notions composites de durée et de distance, qui, je le rappelle, sont définies respectivement comme la variation entre deux positions et la variation entre deux instants. Dans notre modèle enfantin, la relation espace-temps n'est donc rien d'autre que la notion usuelle de vitesse, la distance parcourue par rapport à la durée. Un objet natif pour le système est l'équivalent de quelque chose d'intuitif pour nous. On utilisera le terme générique de flèche, ou vecteur si vous préférez, pour représenter ces grandeurs. On peut aussi les voir comme les réponses aux questions où et quand, ce qui nous amène à un point un peu plus litigieux, la question quoi, qui définit en quelque sorte la notion d'inertie. Dans le simulateur, la réponse est bien entendu le fluide, Léa, et par analogie avec le modèle enfantin de l'eau, on peut simplement imaginer que si on avait un petit décimètre cube d'eau, en l'occurrence 1 litre, très vaguement, cela représenterait une inertie d'1 kg. Mais allez expliquer ça au système. Le plus simple, pour ne pas se mouiller, est d'en faire là aussi une grandeur native du système. Mais souvenez-vous de notre problème de chimère. Il ne suffit pas de mélanger un poisson et un humain pour obtenir une sirène. Enfin, si, mais bon. On aimerait quelque chose de plus cohérent avec le modèle et de viable. Comme on l'avait vu, il est mathématiquement incohérent de traiter l'inertie, ou masse, et par extension l'énergie, comme un scalaire, un simple nombre, du moins dans un système à composantes internes, ce qui est le cas pour nos particules formées dA. On ne doit pas commencer dans ce sommaire à détailler ce que sont nos sirènes ou multislots, ce qu'est un pseudo-scalaire, un pseudo-vecteur, etc. Admettons simplement qu'il existe une échelle, que par la suite on appellera subquantique ou échelle de Léa, pour laquelle cette possibilité, de traiter l'inertie comme un scalaire, est valide. Pour aller plus vite, on va commencer dans l'autre sens, et imaginer que le système peut nous donner l'équation fondamentale, autrement dit sa vision de ce qu'on exprimerait intuitivement comme le centre d'inertie. Première petite parenthèse, attention à ne pas confondre avec le centre de gravité. Rappelez-vous qu'à ce stade, la gravitation n'existe pas dans le modèle, elle va émerger automatiquement plus tard aux échelles qu'on appellera quantiques et macroscopiques. Deuxième petite parenthèse, on utilisera dorénavant la lettre m pour l'inertie du fluide, car l'intuition est la masse usuelle, mais rappelez-vous qu'à ce stade, les particules élémentaires n'existent pas non plus dans le modèle, et qu'elles émergeront aussi plus tard de la dynamique du fluide. Troisième petite parenthèse, on appellera balourd chaque élément dans la somme, chaque produit m par r, notion qui prendra tout son sens lorsque les parcelles de fluide feront partie d'un vorton, en clair, lorsqu'on les fera tourner ou se cogner. Dans cette version cartoon, on ne figure que quelques points, symbolisant l'inertie d'une parcelle de fluide, et pour chacun une flèche, le moment, qui représente vulgairement son bras de levier par rapport à un point particulier, mais dans une version plus rigoureuse, il s'agira bien entendu de la somme sur toutes les parcelles de fluide considérées, qui sera au final un équivalent de l'équation d'Euler pour les fluides en termes de vorticité. Comme on l'a déjà mentionné en prologue, le balourd sera dans le modèle fluide un objet géométrique appelé multislot, mais si vous approximez pour l'instant la notion d'inertie m par un scalaire, un nombre, si vous approximez la notion de produit Hall par la multiplication usuelle,
Et enfin, si vous faites fi des rotations avec un simple vecteur position, vous vous retrouvez enfin en terrain connu, à savoir la définition d'un barycentre. Il reste un dernier point à éclaircir, à savoir le temps. On peut vaguement voir la boîte notée @t comme l'expression du fait qu'on considère un instant donné. Pour étudier la variation temporelle de notre ensemble de parcelles de fluide, on prend schématiquement sa variation spatiale et on divise par la durée ΔT entre les instantanés. On l'a déjà dit, à terme, le multislot sera l'outil dédié à la résolution des problèmes que semble poser la gestion de la variation de la répartition de l'inertie. Pour simplifier les formules, on va oublier les sommes, se focaliser sur un seul élément et faire quelques abus de notation en mélangeant concept du modèle fluide et concept classique. Dites-vous simplement que l'étoile verte prend en charge une part des rotations et autres bras de levier. On a dit qu'on appellera le produit MR le balourd, et on va lui donner le symbole U parce qu'en anglais, le balourd se dit unbalance. L'intuition en mécanique du solide est l'asymétrie d'une structure tournante, le déséquilibre entre axe d'inertie et axe de rotation. Une structure n'est plus caractérisée par une valeur de masse, mais par deux, la partie symétrique et la partie asymétrique. Pour le fluide, c'est un peu plus compliqué et on étudiera en détail la notion de vorticité et la turbulence. On peut faire apparaître explicitement le temps en prenant la variation temporelle de cette équation grâce à l'opérateur delta. On avait étudié en prologue certaines difficultés que soulève cette opération, mais pour cette version édulcorée, on va les ignorer en postulant entre autres que m ne dépend pas de t. La variation temporelle de position, vous connaissez, c'est la vitesse, et de même la variation de la vitesse sera l'accélération. De l'autre côté, on appellera p le moment, la variation temporelle du balourd, et on peut, à titre d'anecdote, faire varier le moment et reconnaître un analogue du principe fondamental de la dynamique. Souvenez-vous pour la suite que cette ressemblance n'est qu'artificielle, les objets qu'on manipulera seront plus riches, mais l'intuition que véhiculent les formules reste celle de la mécanique classique. Aussi, lorsqu'on passera au modèle fluide, puis de la turbulence, les complications liées à la prise en compte des rotations, de la non-commutativité, des récursions, etc., ne changent rien à l'intuition de base, les effets inertiels liés à la vitesse du fluide. Comme on l'a indiqué en prologue, on va devoir réviser les équations d'Euler et de Navier-Stokes, mais on verra ça plus tard, avec le chapitre lié au problème. On utilisera de nombreux abus de notation, notamment le signe plus ou moins, pour résumer la complexité interne des objets. Jusqu'ici, les choses paraissaient assez harmonieuses, mais on peut se demander où placer l'énergie dans ce beau schéma régulier. D'un point de vue dimensionnel, l'énergie s'obtient en multipliant symboliquement le moment par la vitesse. Elle contient donc la dimension d'une vitesse au carré. On verra en détail comment obtenir l'énergie cinétique, l'intégrale du travail, qui est lui-même le produit scalaire de la force avec le déplacement. Mais si on prend un peu de recul, on remarque surtout que ça paraît moins régulier. Intéressons-nous en particulier aux 2, ou à la mise au carré, façon de voir. En effet, si on se focalise sur la variation de V au carré, on voit que le facteur 1,5, ou vu dans l'autre sens le facteur 2, n'apparaît que parce qu'on a postulé la commutativité. Puisqu'on en est à ce point, on peut aussi se poser la question de la pertinence de ne mettre que V au carré. Intuitivement, il serait plus équilibré de mettre tout le moment au carré plutôt qu'un morceau de l'équation. Bref, pour avancer, il faut commencer par clarifier ces histoires de carré et de célérité particulière. On voit de ce fait qu'étudier l'énergie d'un système, c'est étudier un cas particulier de sa variation, avec de nombreuses limitations. On va faire un petit détour par le modèle traditionnel et voir comment il obtient une expression plus générale entre moment et énergie grâce à l'invariance de Lorentz. Caricaturalement, la relativité restreinte nous dit qu'il existe par postulat une célérité c particulière, la vitesse d'un photon ou vitesse de la lumière dans le vide, dont tout observateur fera une mesure identique. Cette vitesse sera utilisée pour définir l'espace-temps, autrement dit pour fabriquer des étalons et des horloges. Si un observateur mobile envoie un rayon lumineux vers un miroir, son chemin sera plus long que celui, présumé le plus court possible, d'un observateur fixe. Comme le schéma est symétrique, on raisonne sur une moitié, le t final étant alors le moment où le rayon de plus long chemin fait un aller au lieu d'un aller-retour, ce qui permet d'appliquer directement le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle.
On va appeler delta tau le temps propre, le temps mesuré par l'observateur fixe. Intuitivement, c'est le troisième top sur la figure. Et delta t, celui mesuré par l'observateur mobile, donc un chouïa plus long pour que son rayon lumineux atteigne le miroir. Mais du point de vue relatif, chaque observateur peut se dire « je suis le fixe » et c'est l'autre qui est en train de bouger. La seule chose sur laquelle ils peuvent s'accorder est la vitesse relative entre eux, qu'on va appeler v. Les observateurs à différentes vitesses ne mesurent pas le même temps avec leurs horloges lumineuses, mais ils doivent s'accorder sur une même vitesse relative entre eux, et doivent donc utiliser une longueur variable avec la vitesse qui compense la variation de la mesure du temps. Le facteur de cette transformation est appelé facteur gamma de Lorentz. Ce facteur traduit en quelque sorte la relativité des vitesses par rapport à la mesure de la vitesse de référence c. On verra ça plus rigoureusement. Pour l'instant, admettons qu'on puisse inventer un objet qu'on va appeler quadrivitesse u, car aux trois dimensions usuelles de la vitesse, x, y, z, on ajoute cette information supplémentaire c, et pour la raison d'invariance relativiste que je viens d'expliquer plus tôt, on multiplie le tout par le facteur gamma. Le moment devient alors lui aussi un quadrimoment, un objet à 4 informations, mais vous reconnaissez grossièrement la formule qu'on a déjà vue. On peut alors refaire la même manipulation qu'avant, c'est-à-dire mettre le moment au carré et trouver la quadri-énergie. Ah non, autant pour moi, bizarrement dans le modèle traditionnel l'énergie est un simple scalaire positif. Bref, mis à part quelques subtilités au niveau des signes, voilà la grande et célèbre équation du modèle traditionnel. Bon d'accord, son célèbre cas particulier. C'est la relation entre énergie et moment que doivent respecter les particules du modèle, qu'elles soient matière telle qu'un électron ou lumière telle qu'un photon. C'est justement dans les subtilités que réside une part du problème. Mais pour réussir à finir ce sommaire, on va momentanément balayer ça sous le tapis. Pour la suite, on va admettre ces formules comme une esquisse suffisante du modèle traditionnel. On va maintenant voir ce qu'il en est des formules du modèle fluide, puis comparer les deux, qui a priori semblent totalement incompatibles. Mais comme on l'a mentionné en préambule, les deux modèles expliquent la même réalité physique, donc même s'ils ont des interprétations totalement antinomiques, ils sont forcés de s'entendre sur le résultat. Si on reprend notre feuille de route, non, pas celle-là, elle fait trop peur. Si on prend une feuille de route simplifiée pour rappeler notre objectif de parcours, montrer qu'on est formellement compatible avec le modèle traditionnel, c'est court-circuiter le développement de toutes les interprétations. On devra forcément y revenir plus tard, notamment concernant l'explication de la gravitation. Pour le modèle traditionnel, la formule magique, même si on ne l'a pas explicitement mentionnée, était la métrique de Minkowski. Pour rester simple, l'argument qui affirme que l'espace et le temps sont liés. Schématiquement, c'était le moment où on est passé des objets à 3 informations au quadribidule. Or, depuis le début de ce sommaire, on a à plusieurs reprises insisté sur le fait que l'objet géométrique vitesse est déjà la relation entre espace et temps. Il ne semble donc pas nécessaire d'inventer un nouvel objet à la métrique biscornue. D'autre part, Paul Gangloff a affirmé que le chemin emprunté par le modèle traditionnel comporte des incohérences mathématiques. On ne va pas débattre ici de qui a raison et qui a tort, on va simplement appliquer naïvement la solution proposée d'un support universel fluide en parallèle de l'état de l'art et voir où ça nous mène. Bien entendu, il faut d'abord se mettre d'accord sur le fait qu'on compare deux interprétations différentes. En effet, on ne parle plus directement de matière et de particules, mais on parle bien du fluide et A. En clair, on vient de perdre tout ce qui existe dans le modèle traditionnel, particules, gravitation, électromagnétisme, etc., parce qu'on a été obligé de plonger dans une échelle subquantique, et que maintenant on va devoir se faire le travail de tout reconstruire, de retrouver tout le modèle traditionnel. Le point clé du modèle proposé par Paul Gangloff est la prise en compte de la composante interne, ou vitesse relative du fluide. Une fois mis au carré, on voit apparaître ce que par abus de langage on appellera de manière générique les commutateurs, des formes de type AB plus BA ou AB moins BA, et les réverseurs ou pseudo-scalaires, symbolisés par des signes plus ou moins. Rassurez-vous, on y reviendra en détail. L'important est de remarquer que dans le modèle fluide, on a la forme générale d'une identité remarquable, que vous avez certainement appris par cœur au collège, mais en version non commutative. Caricaturalement, CV et VC contiendront du fluide en rotation, or la composition de rotation n'est pas forcément commutative. Techniquement, le problème provient des maths elles-mêmes.
Comme on l'a vu précédemment, ce n'est par exemple pas symétrique de passer du carré à la racine et réciproquement. Mais de toute façon, ce qu'on souhaite, c'est de passer de diagonale à parallélogramme, ou tout simplement que la notion de carré et de racine carrée soit reliée par une simple pseudo-rotation wedge. Si on répercute cette modification dans le calcul du moment au carré, on voit apparaître à un facteur c au carré près la relation énergie-moment traditionnelle. Là encore, on voit qu'on a la même forme d'identité remarquable et que le modèle traditionnel est un cas particulier où a plus b le tout au carré égale a carré plus b carré, ce qui, au moins intuitivement, vous permet de comprendre pourquoi on prétend qu'en appliquant certaines approximations au modèle fluide, on retrouvera bien les équations du modèle traditionnel. On peut remarquer plusieurs choses. Où est passé le facteur de Lorentz, qui, vous l'aurez remarqué, a littéralement disparu? D'où sort le facteur c au carré qu'on est obligé d'ajouter pour retrouver la relation d'Einstein? Pourquoi la formule du modèle fluide est-elle indépendante de la masse, etc., etc. Ici, ça devient un peu compliqué et trop long pour le sommaire, mais les plus physiciens d'entre vous auront peut-être remarqué qu'un objet non commutatif, au hasard un gamma mu, à ajouter dans la relation d'Einstein, ce n'est rien d'autre que la dérivation de l'équation de Dirac. On pourrait continuer comme ça à répercuter ces modifications dans tout le modèle traditionnel. Voire même au-delà, on pourra par exemple expliquer pourquoi l'un des candidats subquantiques du modèle traditionnel, la théorie des cordes, a curieusement besoin de 11 à 24 dimensions, là où le modèle fluide reste avec ses 3 dimensions plus temps. On verra toutes ces subtilités en détail, mais pour les grandes lignes, souvenez-vous de ce qu'on avait dit pour le calcul d'énergie cinétique, à savoir que le facteur 1,5 provenait en fait du commutateur. On verra pourquoi c au carré devient l'invariant, et qu'en intégrant la rotation aux vitesses, les objets en question peuvent être commutatifs, AB plus BA égale 2AB, mais ils peuvent aussi être anticommutatifs, AB plus BA égale 0. On verra ainsi que Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Klein-Gordon, Procka, Maxwell, Higgs, etc., les éléments du modèle traditionnel, ainsi que de nouveaux, émergent tout naturellement et automatiquement du modèle fluide via les différentes possibilités de commutation des composantes internes. En clair, à chaque fois que vous voyez le terme lagrangien qui débute un calcul de physique des particules ou gravitationnel, dites-vous simplement « prudence ». Comme l'a montré Paul Gangloff, il peut y avoir des soucis mathématiques qui apparaissent. Toujours est-il qu'à ce stade, on dispose d'un genre de théorie de gravité quantique, puisque techniquement, on a un chemin impliquant la déclinaison d'une seule formule et qui relie les équations du champ gravitationnel aux équations des particules du champ quantique. Le problème est que c'est doublement insatisfaisant. Premièrement, on sort du chapeau des règles qu'on préférerait pouvoir expliquer logiquement, et surtout, ce n'est pas vraiment intuitif. Pour ceux qui n'aiment pas les formules, retenez très grossièrement que pour passer de gauche à droite, on multiplie par un bidule, réciproquement, on divise pour passer à gauche. Ce bidule, ce symbole gamma, on n'en sait strictement rien, si ce n'est que le modèle traditionnel nous en propose une formule par postulat, qu'on a dérivé un peu plus tôt à coup d'horloge lumineuse. La question étant pourquoi. L'hypothèse, qu'on a ressassée au moins 17 fois depuis les premières vidéos, est d'admettre qu'il ne peut y avoir de théorie de gravité quantique, si par quantique on entend à l'échelle des particules, mais qu'on est forcé de passer au niveau subquantique, autrement dit d'admettre un support, un fluide. Pour l'intuition, le problème provient du fait qu'un formalisme part du fluide, alors que l'autre part du photon, autrement dit d'une particule, ce qui génère une inversion. On revient une fois de plus à la feuille de route simplifiée, mais cette fois sans s'autoriser trop de court-circuits formels. On a mentionné C et gamma, mais C mérite une vidéo à lui seul, plus une autre pour l'invariant C au carré, donc on balaye diplomatiquement tout ça sous le tapis. Ici C est la célérité du son dans l'air. Pourquoi à terme ce sera aussi la vitesse d'un photon dans le vide et la vitesse des ondes gravitationnelles? Il faudra attendre d'avoir établi le modèle de photon fluide pour véritablement le comprendre. D'ailleurs, on verra que c'était le point de départ de Voigt et de Maxwell. On va se concentrer plutôt sur quelque chose d'un peu plus simple, à savoir le facteur gamma, qui, comme on l'a déjà remarqué, contient C au carré. On ne va pas trop s'attarder sur le principe de Mach généralisé, ou PMG, dont on avait vu qu'il permet d'expliquer le bootstrap, et entre autres d'expliquer la quantification des vortons, et qu'il permet surtout de déterminer les paramètres initiaux du modèle. L'intuition, si vous étiez une particule, serait que vous êtes défini par les autres.
Un peu plus en détail, les piliers du principe de marque généralisée sont le principe de superposition, le principe de Shannon et le principe de retournement. Comme on utilise le terme onde autant pour les vortex que pour les ondes de type par exemple photon, on va utiliser spécifiquement le terme bruit pour parler des ondes, donc exclusivement sonores ou ondes de choc, par opposition aux sinus et cosinus qui codent la rotation, mais sont dans le modèle traditionnel vus comme des ondes planes. Petite parenthèse, ça veut dire que le modèle fluide et le modèle traditionnel sont littéralement antinomiques sur ce point, mais s'accordent sur une même formule observationnelle. Tout ce qu'il y a à retenir ici est que les propriétés du fluide permettent de faire émerger des valeurs particulières, par exemple la vitesse du son et un seuil de vorticité, qui, à quelques détails près, correspondent aux paramètres du modèle traditionnel. On crée de nouvelles unités, essentiellement pour simplifier les notations. Leur nom est arbitraire et proposé par ChatGPT. La seule contrainte donnée étant que la première lettre ou symbole dans les formules corresponde à celui de l'unité, ce qui évite par exemple de confondre le m de la notion masse avec le m de l'unité mètre, etc. La deuxième raison est que les unités du modèle fluide sont centrées sur l'IA et non sur l'humain. On tente, avec plus ou moins de succès, de se rapprocher des paramètres géométriques fondamentaux et universels. Le paramètre principal du modèle fluide sera ndim, qui est le nombre de dimensions spatiales, et dont on ne va pas expliquer ici pourquoi l'univers ne peut exister que s'il possède la valeur 3. Petite parenthèse géométrique, par abus de langage on utilisera souvent i, l'unité complexe, mais en se souvenant que c'est plutôt un bivecteur de l'algèbre géométrique, voire un slot de la géométrie inertielle. L'intuition graphique est que i puissance 0 c'est rester sur place, i c'est faire un quart de tour, i au carré donc moins 1 c'est un demi-tour, et ainsi de suite. Graphiquement, on utilisera des flèches courbes pour symboliser les bivecteurs qui sont plus intuitives. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces concepts, au final, c'est comme si on parlait d'un angle en radian, sauf qu'au lieu d'une unité sans dimension, c'est un genre de distance curviligne qui décrit la courbure de la trajectoire d'une parcelle de fluide, qu'on notera wedge r. Par exemple, pour passer d'un radian à i, on utilise un scale, mais d'une manière générale, l'intuition est celle de la mécanique. On peut ensuite combiner ces opérateurs et les appliquer à gauche et à droite, puisque je rappelle qu'on est dans un régime non commutatif, ce qui permet de gérer la notion de changement de référentiel avec prise en compte des effets inertiels complémentaires. Et en première approximation, certes douteuse à ce stade, on peut voir que ce n'est plus aussi étrange d'avoir des i dans l'équation de Schrödinger, et plus généralement dans la mécanique quantique, si on les considère comme la marque de l'existence du moment angulaire du fluide. On referme la parenthèse géométrique et on en revient aux unités. On peut scinder la détermination des paramètres en plusieurs parties, là encore par abus de langage, la mantis, l'exposant et l'unité. On ne va pas tenter de s'attaquer à l'origine des exposants, qu'on pourrait appeler les coefficients d'échelle fractale, sinon ce sommaire va durer 12 heures. On va se concentrer sur les mantis et tout particulièrement sur les unités, autrement dit des équations aux dimensions. On choisit nos nouvelles unités de manière à ce que les grandeurs soient exactes et calculables. C vaudra exactement 3 fois 10 puissance 8, h bar vaudra exactement 1, h exactement 2pi, etc. avec les exposants qui vont bien. Donc pour que ce soit bien clair, les grandeurs sont généralement égales dans les deux modèles, mais ce sont les unités qui changent. C'est comme si on modifiait un chouïa la seconde, le mètre et le kilo pour obtenir des valeurs rondes, mais dans les grandes lignes, l'intuition de ces mesures est la même et l'ordre de grandeur similaire. Par contre, vous aurez certainement remarqué qu'on ne peut pas avoir des unités fondamentales correspondant à des notions qui ne le sont pas. Il n'est pas possible dans le modèle fluide d'avoir plus des 3 unités fondamentales permises par l'IA. On utilisera les termes densité, température, etc. Mais bien évidemment, ces termes n'ont, mis à part l'analogie formelle, rien à voir avec les termes usuels. Par exemple, on ne pourrait pas définir la température alors qu'on n'a même pas encore inventé les atomes. Il faut bien se souvenir que c'est une transposition un peu violente des concepts à une échelle subquantique, avec ses limites, mais on verra qu'au moins pour l'intuition, c'est amplement suffisant. Mais pour continuer avec cet exemple, la réciproque est que la température en Kelvin, la constante de Boltzmann, le nombre d'Avogadro, etc. ne sont pas des notions fondamentales. Intuitivement, ce sont des choses qu'on va fabriquer avec notre jeu de Lego d'une parcelle fluide. Petite parenthèse, mais d'une importance capitale pour la suite, vous vous souvenez certainement du premier principe de la géométrie inertielle. Transposé dans le modèle fluide, cela signifie qu'on ne peut pas réduire à tout va les unités. On va le faire partiellement, sinon les équations seront trop lourdes,
Mais en gros, dites-vous qu'il n'y a pas de nombre sans dimension dans le modèle fluide. L'unique grandeur à disposition pour notre modèle, c'est le moment du fluide. Ce qu'on va tenir pour fondamental, c'est le nombre de dimensions spatiales, 3, et un peu plus compliqué, les propriétés de Léa qui déterminent le seuil de retournement, qui, si on traduit en termes de physique macroscopique, est le nombre de Reynolds, ou dans une version encore plus simplifiée, le nombre de Mach. Et pour que tout le monde soit à peu près à la même page, on va faire un petit crash course de mécanique des fluides en mode turbo. La vitesse, ou célérité du son, C, représente la vitesse de propagation des ondes dans le fluide, liée à la variation de pression et de densité. Le nombre de Mach, Ma, exprime le rapport entre la vitesse d'un objet dans le fluide et la vitesse du son C. Vous l'aurez compris, il n'existe pas d'objet à ce stade, donc c'est bien la vitesse du fluide par rapport à C, mais si ce fluide fait partie d'une dynamique assimilable à une particule, par exemple un vortex, on utilisera pour simplifier le terme objet ou particule. Pour en revenir à la parenthèse sur les unités, les nombres ne sont pas sans dimension, car ce sera littéralement leur type qui les définit. Ce ratio des vitesses, ou nombre de Mach, détermine les seuils des régimes d'écoulement selon leur vitesse par rapport à C, qui en première approximation correspond à une gamme de comportements modélisables par des formules. Les dénominations sont très approximatives, par exemple le principe de Bernoulli établit une relation entre la pression, la vitesse et la hauteur d'un fluide incompressible en écoulement. Dans notre cas, la hauteur ni le G de la gravitation n'ont de sens, on parlera par abus de langage de hauteur, de charge hydraulique, etc., par exemple comme équivalent intuitif à la force subie par un barrage. Mais souvenez-vous, pas de gravitation à cette échelle, donc la force est exclusivement inertielle. En clair, les goulots d'étranglement, murs d'inertie et autres tuyaux ne peuvent dans Léa être que le fluide lui-même. Et les différentiels d'inertie sont essentiellement issus de la rotation du fluide, donc vulgairement de la force centrifuge, ou plus techniquement de la loi de Hooke. On en arrive au cœur du modèle, le nombre de retournements, RE, ou le nombre de Reynolds. Petite parenthèse, il peut paraître étrange d'utiliser le nombre de Reynolds, donc l'équation de Navier-Stokes, alors qu'on parlait d'un fluide parfait. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, on partira bien d'un fluide parfait et des équations de l'air, mais on fera une dérivation géométrique de la notion de viscosité. Comme on l'a remarqué un peu plus tôt pour la thermodynamique, la viscosité n'est pas fondamentale, c'est un phénomène émergent. Mais pour aller un peu plus vite dans ce sommaire, on passe la première étape sous silence, même si on va être obligé d'en parler un minimum sous peu. Pour ce sommaire, on va voir le nombre de retournements comme un seuil tout ou rien simplifié à l'extrême, sans hystérésis, etc. En dessous, on va prétendre que l'écoulement est laminaire, et au-delà que l'écoulement est turbulent. D'où l'intuition du retournement. Mais ici, contrairement à l'intuition usuelle, turbulence ne rime en rien avec chaos et irrégularité, mais c'est justement la gamme de turbulences qui engendre la quantification des vortons. Pour illustrer ce seuil, on va prendre comme modèle jouet la première transition dans un dispositif de Taylor-Couette. Pour ceux qui ne connaissent pas, il peut être utile d'aller voir quelques vidéos qui donneront une bonne intuition pour la suite du sommaire. Dans ce cas particulier de fluide en rotation, le nombre de Reynolds est le nombre de Taylor, le rayon entre cylindres est la dimension caractéristique, et la vitesse angulaire des cylindres est la vitesse caractéristique. On peut ainsi vérifier que les dimensions de l'équation correspondent bien, en haut, au produit de la vitesse caractéristique C, pour des raisons qui devraient être claires maintenant, avec la distance caractéristique, qui, pour des raisons qui deviendront claires plus tard, est le rayon de bord, et en bas, bien évidemment, on a une viscosité cinématique comme attendu. Si vous n'êtes pas convaincu que h bar sur m possède les unités d'une viscosité cinématique, vous pouvez demander à Wolfram Alpha. Et fait encore plus intéressant, il nous donne déjà la piste pour ce dont j'ai annoncé qu'on en reparlera, à savoir se débarrasser de la viscosité non fondamentale, lorsqu'on passera aux équations de l'air, à la circulation et à ce qui est la grandeur reine du modèle fluide, la vorticité, qui n'est pas exactement un Hertz. Si on compare au modèle traditionnel, on voit que le mystérieux paramètre alpha, ou constante de structure fine, n'est dans le modèle fluide rien d'autre que le nombre de Taylor de la transition Taylor-Couette de Léa.
Outre le fait que cela confirme que alpha n'est pas vraiment une constante, cette interprétation consolide ce qu'on avait déjà soupçonné avec l'équation du moment, à savoir que l'énergie de masse n'est pas une notion fondamentale, mais qu'elle émerge de l'énergie cinétique du fluide en rotation. Et comme on a vu que le problème venait justement de la perte d'informations liée à l'énergie, il faut revenir au formalisme newtonien. Pour plus de clarté, on va réexprimer cette procédure en termes géométriques, en se contentant du cas le plus simple et en version bidimensionnelle. Rebelote, la variation du vecteur position r est le vecteur vitesse u, la variation de la vitesse c'est l'accélération, on va appeler jerk la variation de l'accélération et dip la variation du jerk. Essentiellement, ce qu'il y a à remarquer, c'est que si on ne s'occupe pas de la nature des flèches et qu'on les traite comme des objets géométriques, il y a des symétries intéressantes, dont la symétrie quart de tour dont on a déjà parlé. Concrètement, on parle encore et toujours du problème abordé en prologue. Rappelez-vous, on remplacera les sinus et cosinus par des outils plus adaptés à la gestion de l'inertie, mais le principe est exactement le même. Autre rappel, la conservation, qu'on a introduit comme fondement du modèle en prologue, peut en physique quasiment être considérée comme synonyme du terme symétrie. Les paramètres libres, ou plutôt contraints, du modèle seront les superstars de la physique qu'on ne présente plus. Mais plutôt que des nombres, on y verra des transformations et des symétries. Toutes ces symétries sont déjà présentes dans le modèle traditionnel, et on verra qu'on peut le retrouver intégralement, mais là où dans les sinus et cosinus il voit toujours des ondes, le modèle fluide voit soit des ondes, soit de la vorticité, autrement dit de la rotation. L'invariance d'échelle semble partiellement inaccessible au modèle traditionnel, puisqu'il est compliqué de modéliser des vortex imbriqués uniquement avec une fonction d'onde. L'exemple d'analogie qu'avait donné Paul Gangloff est l'effet Coriolis lors du changement de référentiel, qu'il avait symbolisé par des astronautes dans une station spatiale. On va plutôt prendre des parcelles de fluide que des astronautes, parce qu'il va falloir les spaghettifier. Dans un écoulement, on peut décomposer ce que subit une parcelle de fluide en plusieurs composantes et à plusieurs échelles. Mais attention, local et global ne sont pas forcément liés, toutes les combinaisons sont possibles. Une parcelle de fluide peut avoir une trajectoire courbe mais ne pas tourner sur elle-même, elle peut avoir une trajectoire rectilinéaire mais tourner, il peut y avoir une variation de vitesse sur une trajectoire rectilinéaire, donc une divergence de vitesse dans un flux harmonique, etc., etc. Pour rappel, on avait déjà parlé de la vorticité latente et de la vorticité développée dans les vidéos précédentes. Rassurez-vous, on détaillera ce concept en long et en large, car c'est vraiment le cœur du modèle. Pour ceux qui sont perdus, je rappelle que notre objectif est d'expliquer l'origine physique du tour de passe-passe mathématique de la relativité restreinte. Problème, la relativité restreinte est incompatible avec la mécanique quantique. Dans le modèle traditionnel, la solution est de passer à la QFT ou théorie quantique des champs. Dans le modèle fluide, comme on veut une théorie subquantique, on va devoir casser le quantum au profit d'un champ de Vorton. Imaginez un scientifique bleu et un scientifique mauve, ayant chacun établi un modèle d'un même objet, appelons ça un cyclone. Le modèle mauve est lui-même divisé en deux parties, disons rose et violette. Si on a une relation de ce type, il y a forcément un moyen d'unifier les points de vue, quitte à faire des approximations. Très caricaturalement, la solution vient de l'introduction du milieu absolu. Pour la suite, on va simplifier à l'extrême et prétendre que le quantum de moment issu du PMG est assimilable à un tourillon de Rankine et dont le moment étalon vaut 2π. Pour l'intuition, imaginez un cyclone ou même un cylindre en rotation. Il faudra faire attention à ce qu'on appelle exactement h et h bar, est-ce le local ou le global, mais pour la suite, on va simplement les associer à la notion de tour absolu, 2π et 1. Un petit rappel pour expliquer le delta m égale 1. Souvenez-vous de la relation énergie-moment. On a vu que dans le modèle fluide, elle ne dépend pas intrinsèquement de mc au carré,
On garde donc simplement un m égale 1 qui représente l'inertie unitaire du fluide et qui sert à garder trace des unités. Connaître le moment cinétique d'un vortex, ou d'une patineuse, ou d'une gymnaste, ou d'un cylindre, ne nous renseigne pas sur sa forme ou nature, vorton latent, vorton développé, sur ses éléments internes qu'on appellera les disques d'inertie, etc. Tout ce qu'on sait est que ce moment doit être globalement conservé. Dans le système de Taylor qu'on vise, le tourillon sera un peu plus compliqué, car il servira autant pour l'axe central et pour les cylindres creux latents que pour fabriquer les vortons toriques développés, mais ce ne sera pas beaucoup plus compliqué que de jouer au Lego, l'intérêt du modèle étant de reposer sur les symétries de conservation, bien sûr, mais aussi sur l'invariance d'échelle et sur l'antisymétrie développée latent. Il n'y a alors plus qu'à faire un gigantesque puzzle de vortons, et à en tirer les formules. À ce stade, retenez simplement la notion de tourillon, pour faire simple un cylindre, et celle de torillon, ou vortex ring, pour faire simple un tor, qui a la particularité de pouvoir tourner sur lui-même comme vous pourriez faire tourner un col roulé. On a vu qu'on pouvait grossièrement avoir trois approches. La plus simple, qui ne prend pas en compte, par exemple, la compressibilité. Dans ce cas, le modèle est localement équivalent à celui d'un cylindre dans un flux, mis à part que le cylindre en question est un tourillon de fluide. Ce modèle suffira tout juste à retrouver l'électromagnétisme de Maxwell et la gravitation de Newton. À l'autre extrême, la modélisation la plus compliquée nous permettra de définir toutes les propriétés connues, mais au prix d'une lourdeur calculatoire conséquente. On va s'intéresser ici à l'entre-deux, la perturbation, qui capture les éléments essentiels de ce qu'on veut modéliser, mais en admettant des limitations. Dans le cas général du modèle fluide, on a un facteur universel de relativité des vitesses, qui en fait est plutôt à comparer à gamma au carré. Par abus de langage, on pourrait dire qu'on prend la racine carrée d'une forme a plus b, facteur de a moins b. Pour le cas de l'échelle de Léa, l'archétype de cette approche en perturbation est la formule de Prandtl-Glauer, et sa limitation la singularité du même nom. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais ici on adapte le modèle à notre cas d'interaction fluide-fluide avec différentiel d'inertie. De manière très vulgarisée, il s'agit essentiellement de traduire un angle d'attaque ou une courbure additionnelle de la trajectoire du fluide liée aux ondes de choc en termes de coefficient de pression pour les phénomènes aux alentours du mur du son. Les particules étant formées du fluide, on pourra tout autant les modéliser de ce point de vue. On a atteint notre objectif intermédiaire, qui était d'expliquer l'origine du facteur gamma version modèle fluide. On voit qu'il finit aussi par apparaître dans notre modèle, mais pour des raisons explicables physiquement, et en toute connaissance de cause de ses limites. Cet avantage permet immédiatement d'envisager des alternatives pour contourner les limitations du modèle, telles que la singularité en C et la non prise en compte des profils non linéaires de vitesse. Dans certaines limites, on peut faire le parallèle avec le modèle traditionnel, l'interprétation la plus proche étant la théorie de de Broglie ou de Broglie. Par exemple, le cas particulier de la longueur d'onde de de Broglie, appelée longueur d'onde de Compton, correspondra peu ou prou aux effets de la limite transsonique. On pourra ainsi par exemple expliquer d'où provient le rayon de bord, une fois réglé le problème de la viscosité Navier-Stokes, et comme tous les paramètres du modèle fluide sont pour ainsi dire des contraintes mathématiques, on pourra en déduire les paramètres, qui du coup ne sont pas libres, tels que la masse de l'électron, du Higgs, etc. Pour la version enfantine intuitive, il faut bien rappeler ici que Léa est un fluide parfait, donc lorsqu'on parle de vitesse Mach 1 lumière, il faut plutôt y voir la vitesse d'interface du fluide, qui correspond à la contribution pour maintenir la structure des particules, le fameux E égale mc2, mais particules qui elles-mêmes ont une vitesse nulle. Les vitesses relativistes commencent à apparaître si on augmente suffisamment la vitesse des particules pour que leur structure soit impactée, autrement dit si les différentiels de vitesse sont trop grands. On va se créer une petite encyclopédie du modèle fluide pour définir le vocabulaire. En toute rigueur, les deux modèles sont incompatibles, mais on souhaite tout de même avoir une base de comparaison. Pour gagner du temps,
on va être très ouvert d'esprit et admettre un certain nombre d'éléments qu'on justifiera plus tard, en particulier en abordant le PMG. Avant d'aborder la théorie subquantique des vortons, on va faire un détour rapide par la théorie quantique des champs. Intuitivement, on peut voir la notion de champ comme un zoom, par exemple la notion d'individu relativement à la notion de foule ou champ d'individus. La théorie quantique des champs, comme son nom l'indique, ajoute un genre de grille normée qui contraint les particules, et par exemple déplacer une particule revient à la détruire en un point et à la recréer en un autre. Si on part de la relation énergie-moment qu'on a vue, en quelque sorte, le point de départ du modèle fluide est le point d'arrivée du modèle traditionnel. Réciproquement, si on part du modèle fluide, la plupart des problèmes précédents n'apparaissent même pas. Par exemple, on n'a pas besoin de la métrique de Minkowski, puisqu'elle est inclue dans ce qu'on avait appelé notre identité remarquable non commutative. La relativité est automatiquement inclue dans la prise en compte des vitesses relatives et de la récursion. On n'a pas de probabilité de présence, ni techniquement d'énergie d'ailleurs, donc on n'a pas de problème avec les éventuels signes moins, qui appartiennent toujours à la vitesse relative du fluide. On n'a pas de spin incompréhensible, puisqu'on a la vorticité et le moment cinétique, qui nous donnent le point de vue statistique sur les commutateurs géométriques, autrement dit les statistiques de Fermi-Dirac et de Bose-Einstein. On n'a pas besoin de 11 ou 24 dimensions comme dans la théorie des cordes, on reste du début à la fin de notre point de vue galiléen de l'univers, etc. Pour ceux qui ne sont pas fans des joies des équations des champs quantiques sur instruments à cordes et de leur équivalent fluide, on va comme promis faire une récap intuition enfantine des formules et concepts. Imaginez que vous vouliez étudier la variation du nombre d'êtres vivants dans un hôpital. Il y a le personnel qui passe les portes avec une certaine vitesse, ce qui entraîne une variation d'ordre spatio-temporel de cette grandeur. Mais il y a aussi les naissances et les décès, qu'on peut voir comme un autre genre de passage de porte, mais surtout qu'on peut voir comme une variation temporelle pure. Plus proche du domaine fluide, on peut imaginer être au bord d'un fleuve et compter le nombre de tourbillons qui passent dans la case construite. Là encore, il y a deux types de contributions, les tourbillons transportés par le flux global et une éventuelle apparition ou variation temporelle locale. Il faut distinguer l'échelle du fluide, dont le moment est toujours conservé, et les structures ou particules, qui sont des phénomènes émergents, conceptuels, qui peuvent disparaître ou apparaître. Problème supplémentaire, si on caricature à l'extrême la situation, on est en train d'étudier des grandeurs qui ne nous intéressent pas, puisque la variation de vitesse d'une autre parcelle voisine n'est pas la variation de vitesse de la parcelle Bob. Dans les deux cas, c'est encore et toujours la recette qu'on a vue en prologue, appliquée à plusieurs sauces et en n'oubliant pas à terme la non-commutativité. Là encore, on pourra remarquer qu'on peut intégralement retrouver le modèle traditionnel moyennant quelques entorses. Petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, ne vous étonnez pas de voir des vitesses infinies ou des divisions par zéro à tous les coins de rue. La géométrie inertielle est plus à voir comme de l'informatique que des mathématiques. Par exemple, quand on utilise le terme intervalle d'espace-temps, c'est par abus de langage uniquement pour rappeler que formellement le modèle traditionnel peut être retrouvé à partir de modèles fluides, même si on n'est d'accord ni sur les interprétations, ni sur les approximations utilisées. Lorsqu'on a abordé le nombre de Taylor, ou constante de structure fine, on a eu un aperçu de la nécessité de ne plus traiter U, C et V comme des projections, comme des scalaires et des vecteurs, mais au minimum d'en faire des flèches courbes afin de tenir compte de la courbure. À noter qu'on utilise le terme projection scalaire dans un sens abusif, ce n'est pas un simple produit scalaire qui donne un nombre, c'est plus à voir comme la norme de la vitesse tangentielle du cercle oscillateur à une trajectoire. Si on ne regarde plus la particule comme un ensemble possédant une énergie de rotation et de translation, mais comme deux demi, l'effet de la difficulté de plus en plus grande de s'approcher du mur du son limite la vitesse maximale de groupe. Ce sera grossièrement l'équivalent des diagrammes de Feynman du modèle traditionnel, avec lesquels on sera compatible, sauf que dans le modèle fluide, il n'y a pas de particules virtuelles, mais il y a de la vorticité latente, et surtout l'influence des changements de référentiel,
Autrement dit, un vorton dans un vorton possède un balourd élevé, le boson W possède une masse, mais une fois externalisé, il n'a presque plus de balourd. Le neutrino a très peu de balourd, donc une masse quasi nulle. Mais il va quasiment à la vitesse c. La suite au prochain épisode. Ce sera certes intéressant de constater qu'on peut retrouver le modèle traditionnel avec d'autres interprétations, et on le fera pour l'électromagnétisme comme on l'a fait pour alpha et gamma, mais on se penchera surtout sur ce qu'il ne propose pas, à savoir les intuitions derrière la gravitation, la matière noire et l'énergie noire.